Oui, juste en complément de ce que vous venez de dire, j'étais présent à la restitution de l'ESCO. Hein, c'était le directeur, M. Mangin, comment c'était Mangin, hein, qui le faisait, et il a été tout à fait clair. Dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas se passer de cuivre. Hein, moi, je trouve que ça n'a pas été tout à fait retracé dans votre présentation. Et puis la deuxième chose, c'est, et moi j'étais intervenu ce jour-là, pour dire qu'effectivement, qu'est-ce que vous voulez, l'après, on l'utilise déjà, toutes ces choses-là sont utilisées. Donc, ouais, donc, si vous voulez, le président a même dit, à 4 kilos, ça passera pas parfois. Voilà, hein, je me rappelle de ça, ça a dû être filmé, on pourrait retrouver la trace. Donc c'est ça que je voulais préciser. Oui, j'ai envie de rajouter quelque chose quand même sur les soi-disant variétés résistantes. Donc il en existe en Allemagne, ce ne sont pas les mêmes, elles sont venues aussi sensibles que les autres. Les vins n'ont jamais trouvé leur place. La vigne, comme ça a été dit, c'est quand même une culture pérenne, et la vieille vigne, c'est quand même bien. Donc il y a quand même beaucoup de prudence, je crois, à avoir devant ces variétés résistantes, d'autant qu'elles sont résistantes à deux maladies, l'oïdium et le mildiou jusqu'à maintenant. Et des maladies cryptogamiques de la vigne, il y en a au moins 5. Même les maladies secondaires, quand on ne traitera pas, deviendront certainement des maladies de premier ordre. Et en plus, dans votre démonstration, dans votre exposé, là, j'ai l'impression que les conclusions ne correspondent pas à l'exposé. En fait, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'impact, à part sur ce qu'on utilise déjà, c'est-à-dire les plantes, l'osier, la prêle, l'ortie. Ça, c'est déjà utilisé. C'est pour ça qu'on est à ces doses actuelles qui sont déjà très faibles. Oui, donc à part ce leurre, pour moi, de la variété résistante, je ne vois pas où est le progrès dans la démonstration qui a été faite. Donc en tant qu'agronome, c'est vrai que j'aurais peut-être pas toutes les réponses mais je me suis bien gardé quand même de parler de kilos de cuivre, effectivement. Je dis pas qu'il faut se passer de cuivre, je dis pas jusqu'à quelle dose on peut en descendre. Euh, les progrès, c'est qu'effectivement, c'est simple comme je dis, c'est l'exercice de l'expertise, c'est de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on sait. Alors qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est démontré. Alors dans les pratiques, effectivement, j'entends que effectivement, j'ai pas pour prétention de vous apprendre aujourd'hui que la prêle et que l'osier existe ou d'autres produits, mais montrer effectivement que, par contre, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est qu'il ne faudra pas simplement effectivement utiliser des produits de substitution, qu'ils n'existent pas. Je pense qu'effectivement, on ne pourra pas faire qu'avec un seul produit, mais bien montrer effectivement qu'il y a d'autres leviers qu'il va falloir activer. Les variétés résistantes en sont un. Aujourd'hui, elles ont leurs limites. La recherche en programme de nouveaux qui vont résister sur le black rot. Aujourd'hui, on sélectionne des variétés qui vont résister donc au black rot, au mildiou et à l'oïdium. C'est des perspectives à 15 ou 20 ans. Donc j'entends bien qu'effectivement, aujourd'hui, si demain on supprime le cuivre, c'est pas possible. Donc je rejoins ce que dit Philippe Mauguin. Effectivement, on ne peut pas faire sans cuivre aujourd'hui. Et donc, c'est ce message-là que je pense qu'il faut porter. Alors, je m'excuse si je l'ai mal porté. Je n'ai pas participé à l'expertise, mais je l'ai quand même lu et j'ai été sollicité sur la partie cuivre vigne. Mais effectivement, il faut être un petit peu prudent et j'essaie de l'être, mais également porteur de solutions qui me semblent être disponibles et qu'il faut quand même explorer. Et dans leur assemblage, dans leur complexité de mise en œuvre, je suis d'accord avec vous, c'est pas simple. Donc bonjour, j'ai une question par rapport justement à ce qui a été dit sur le cuivre, mais sur les traitements, sur l'ensemble de la conduite de la vigne. Quels moyens apporter auprès des vignerons sur des outils d'aide à la décision en fonction du cépage, mais surtout du climat et du terroir, puisque entre un vignoble dans le Languedoc, en Alsace ou en Vallée de la Loire, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes compositions, que ce soit physico-chimiques ou climatiques. Et donc, par rapport à justement l'ensemble des possibilités, que ce soit pour les doses de cuivre et l'ensemble des produits ou des méthodes qui peuvent être utilisées, quels seraient les moyens d'outils d'aide à la décision pour les vignerons pour arriver à tendre vers un produit de plus en plus sain et respectueux de l'environnement?
Oui, ce que j'ai toujours évoqué dans mes discours, c'est que la bio, c'est pas quelque chose d'empirique, c'est quelque chose au niveau intellectuel, au niveau connaissance de la maladie, du sol et de la météo est très importante. Donc aujourd'hui, si tous les viticulteurs bio arrivent à développer la viticulture bio avec des doses de cuivre relativement faibles, 6 kg pour nous c'est relativement faible, c'est qu'ils ont déjà usé toutes ces solutions. La modélisation, ça fait partie de notre travail de tous les jours. Un vigneron bio, il doit être dans ses vignes, c'est-à-dire il doit voir l'évolution de son végétal, il doit voir l'évolution de la météo et prendre des décisions. Les décisions ne sont pas des décisions empiriques. Chaque moment doit être une décision qui doit correspondre à la situation. Donc c'est ça la bio. La bio, c'est de travailler d'une façon préventive. On n'a aucun moyen de travail curatif. Donc c'est tout un travail qui est déjà mis en place. Aujourd'hui, on a quand même d'autres méthodes. On devient avec des méthodes de stations météo. On a des algorithmes pour pouvoir décider en fonction des problématiques avec l'humidité du sol, l'humidité du feuillage. Tout ce travail-là, la numérisation, on n'est pas à l'écart. On se sert de tous ces moyens techniques pour nous permettre de décider. Ça, c'est des moyens qui nous permettent de prendre des décisions avec les outils que l'on a. Vous parlez de la récupération. Aujourd'hui, on travaille avec des panneaux récupérateurs pour diminuer nos doses également. On met en place toute cette technicité. Sud20 Bio, aujourd'hui, on a 2 ingénieurs qui travaillent en permanence. On travaille sur le nombre de passages pour travailler le sol. Tout ce travail-là, on l'a fait. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est que les outils que l'on a, les produits que nous détenons, c'est des produits pour nous, comme un oligo-élément, comme le cuivre, c'est quelque chose d'idéal et on en a besoin. De dire que le cuivre, on est attaché au cuivre en étant bio, non, on est attaché à des solutions qui nous permettent de cultiver le développement de la bio. Voilà. Et c'est vrai que la synthèse de l'exposé qui a été fait, je trouve qu'il est très bien fait. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution. Pour le glyphosate, ils ne sont pas arrivés à l'arrêter pour l'année prochaine. Et nous, le cuivre, effectivement, comme par hasard, dès l'année prochaine, on aura 2 kilos de moins par hectare. Donc il y a quand même des problématiques intellectuelles et techniques sur lesquelles je pense qu'on peut se faire travailler l'esprit. On n'aura pas la solution et la réponse, puisque ce n'est pas une réponse technique. Effectivement, le bio, nous, on est prêt à utiliser moins de cuivre, à utiliser moins de soufre, avoir une vigne de plus en plus naturelle. Mais c'est des réponses, par exemple, la réponse sur les plantes de résistance, et Roger l'a évoqué, on n'a pas d'antériorité. Et c'est une réponse qui est à 20 ans. Ce n'est pas une réponse qui va être immédiate. Donc le principe et le schéma de la culture biologique aujourd'hui, c'est un schéma qui est respectueux de l'environnement. Qu'il y ait des détracteurs qui commencent à nous mettre le doigt sur un produit qui, pour eux, effectivement, pourquoi cette année, le cuivre est un produit le plus taxé? Pourquoi? On ne sait pas. Et moi, je repars toujours avec une dose d'humour. Quand on représentait 3% de la surface viticole, le cuivre n'était pas toxique. Aujourd'hui, on représente 10%, bientôt on va représenter 30%, et là, ça devient toxique. Il y a quand même une problématique de fond. Alors, l'évolution du bio et la technicité, pour répondre à votre question plus clairement, on utilise tous les moyens d'ingénierie et de technicité qui sont applicables pour tout le monde sur la défense des produits. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, j'ai une question qui n'est pas une question technique, c'était en préambule des différentes introductions. Est-ce que politiquement, il y a la possibilité de renverser les choses? C'est-à-dire, comme vous dites, il n'y a pas une solution immédiate pour se passer du cuivre, mais peut-être est-ce qu'on peut revenir, parce qu'il y a certaines régions qui sont plus sensibles au milieu, est-ce qu'on peut revenir à des doses qui soient plus raisonnables, tout en ayant à l'esprit, évidemment, de diminuer les doses, mais de revenir à 4, voire 5 ou 6 kilos? Est-ce que c'est une question qui est bête, naïve, ou est-ce qu'on peut rééquilibrer le rapport de force? Parce que j'ai l'impression que c'est un rapport de force politique. Alors, je vous réponds, disons, notre intervention aujourd'hui est une partie de la réponse, puisque effectivement, c'est figé au niveau européen. Là, on pourra... on peut toujours. Moi, dans la vie, il n'y a rien de figé. Il n'y a que la mort. Donc, à partir de là, on peut toujours remettre en cause ce qui a été efficace. Nous, aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est une communication. C'est pour ça qu'on a fait ce débat aujourd'hui, pour montrer que la démarche qui a été faite, une démarche qui est une démarche destructrice pour moi, c'est une démarche destructrice de mettre en avant, et sans avoir analysé toutes les conséquences que va prendre cette décision. Quand je le disais avec l'ANSES, c'est quand même nous, les Français, qui ont été les rapporteurs au niveau européen sur ce dossier-là. On n'a jamais vu apparaître des analyses de sol.
Nous, les analyses de sol, on les a faites. La toxicité du cuivre, comme que tu évoquais, c'est 100 mg par kilo. Et nous, on se situe dans des sols qui ont plus de 30 ans bio à moins de 40. Donc, où ils sont allés chercher les informations, quoi. Voilà. Et effectivement, en boutade, comme je disais, quand j'utilise 6 kg de cuivre, je prends pas 6 kg, je ne me fais pas un shampoing au cuivre, quoi. Voilà. On utilise des doses qui sont de 150 mg. On a mis en place des systèmes qui permettent d'être efficaces et respectueux de l'environnement. On est quand même dans une viticulture biologique. Les gens qui ont fait le choix et l'éthique de la bio, c'est qu'ils ont en priorité essayé de préserver leur sécurité à eux. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes les plus exposés à l'utilisation de ces produits. Donc si on fait cette démarche-là, et si on utilise du cuivre, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins dangereux que d'autres produits, pour nous, en utilisateur. Donc aussi, au niveau de la consommation, on est respectueux. Les analyses de cuivre dans les produits finaux, il n'y en a pas. Voilà, donc il faut effectivement recentrer le débat. Vous avez raison, c'est un problème politique, économique, de lobby. Et effectivement, on n'est pas puissant. Avec nos 10% de la surface au niveau national et même au niveau mondial, on n'a pas la puissance des grandes firmes phytosanitaires. Je me répète, si demain, toute la surface agricole passait en bio, il y aurait quand même un cataclysme économique. Voilà, parce que là, tout ce qui nous a été informé et présenté, je suis très attaché, vous avez raison, c'est très intéressant. Mais pour l'élaboration de ces produits, il va y avoir quand même de l'industrie qui va se créer. Et le prix du produit, vous n'allez pas le toucher au prix du cuivre, malgré la taxe qu'on a sur le cuivre. Le cuivre, c'est un produit qui, à mon avis, quand vous voyez toute l'information qu'on nous a donnée, c'est un produit simple, le cuivre. Hein. C'est très simple par rapport à l'élaboration de ces produits-là. Donc, en quelque part, on est en train de mettre en place tout un système de produits biocontrôle qui vont être à nouveau élaborés par des firmes phytosanitaires, d'où nous serons dépendants, et avec des sommes financières qui vont être colossales que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Effectivement, la bio, on a une façon de travailler qui est une façon plus simple. Les orties, on les utilise. C'est les gens qui ont fait des choix. Si on les amène sur des produits conditionnés, bon, effectivement, ça va répondre à des contraintes, mais ça va nous coûter plus cher. Ça va changer l'éthique de notre façon de voir les choses. Moi, je pense que le bio, c'est aussi d'être le plus naturel possible. Voilà. Et on essaie toujours attaché à utiliser des matières bio primaires. Voilà. Les matières de synthèse, où quand on vous dit ce produit-là, il est très bien, mais on va mettre un surfactant ou un machin dedans. Voilà. Aujourd'hui, on sent tous, nous vignerons, que l'offre pour les produits bio, elle a augmenté. Avant, vous achetiez les matières premières, vous achetez du cuivre, vous achetez du soufre, vous achetez des matières de base. Maintenant, on vous donne le cuivre stabilisé, le machin truc. On est des gens qui se développent, donc on est un marché potentiel, et ce marché potentiel, il faut le rendre accessible. Et effectivement, l'approche par le cuivre, ça nous discrédite fortement, et moi je veux faire passer ce message au niveau des consommateurs. Les bios sont des gens respectueux et sensibles aux problématiques. Donc s'ils ont acheté du bio, qu'ils continuent à nous faire confiance, parce que le travail qu'on a mis en place, il est loin d'être des pollueurs. Voilà. Il y a d'autres dossiers qui sont beaucoup plus dramatiques. Et on voit très bien, moi je représente toujours, je dis cette histoire du glyphosate. Le glyphosate, tout le monde est conscient que c'est une grosse problématique. Personne ne l'a arrêté. Et nous, le cuivre, soi-disant, on représente à peine 10%. Et en plus, les bio, on est les plus touchés. Parce que les seuls qui sont contraints par une certification et une analyse des doses qu'ils utilisent, c'est les bio. Voilà. Les autres, ils utilisent du cuivre, mais ils n'ont pas les mêmes contraintes. Voilà. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc on est les gens qui utilisent un produit avec une traçabilité totale, quand les autres l'utilisent sans traçabilité. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne me sens pas du tout dans une phase où j'aurais utilisé un produit néfaste pour la consommation et l'environnement. Moi aujourd'hui, mon travail était de répondre à une demande sociétale, et les gens qui ont consommé du bio depuis 30 ans ou 40 ans, ils n'ont eu aucun problème. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un lobby, on n'a pas été bon, on n'est pas bon, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas nombreux, hein. Mais si on nous avait laissé atteindre les 40%, je pense que le cuivre, il serait toujours utilisable. Oui, j'avais envie de rajouter quelque chose à ce que dit Patrick. En fait, et répondre à la question, en fait, l'avenir de l'homologation du cuivre, c'était un peu ça la question. Donc, ça joue au niveau de l'Europe, et ce qui est en place en Europe, c'est que le cuivre est candidat à substitution. Ça veut dire qu'il doit disparaître.
la France a fait un rapport qui conduit à cette disparition si on va au bout de la logique. Et c'est pour ça qu'il a été question d'interdire le cuivre, parce que le rapport français exagérait sur beaucoup de points. Par exemple, traverse la peau, c'est avéré que c'est pas vrai. Dangereux pour les poissons, il y a à peine que quelques grammes qui sortent de la parcelle par an. En fait, il y a des points qui sont complètement contestables. Et donc, si on ne remet pas à plat cette étude sur l'évaluation du cuivre, on va vers l'interdiction. Donc, à mon avis, c'est la priorité. Il faut absolument remettre à plat cette étude et repartir sur des chiffres vrais. Alors, sur la richesse des sols en cuivre, en fait, sur mon expérience de plus de 20 ans de bio, on voit sur des parcelles qui étaient traditionnellement en vigne, où avant, les utilisations étaient beaucoup plus élevées, on était autour de... j'avais une parcelle la plus élevée, 150 mg. Après 20 ans, on a réduit à 100 mg. Donc, avec la pratique actuelle, en fait, les doses, les concentrations du sol se réduisent. Alors, il paraît que ce n'est pas explicable par les scientifiques, mais en fait, nous, on est des praticiens et on observe. Et tout se passe bien. Et quand on voit les vignes bio avec le développement des adventices, avec la prolifération de toutes les plantes et des vers de terre, et aussi la fréquentation des vignes, parce que moi j'ai des vignes qui sont un peu labourées par les sangliers. Et quand je regarde la vigne du voisin, je ne sais pas pourquoi, mais le sanglier n'a pas traversé le chemin, quoi. Donc voilà, il faut quand même observer les choses. On ne peut pas dire que les sols bio ne soient pas des sols vivants. C'était la principale accusation à laquelle on s'attendait. Alors sur la peau, sur les poissons, sur les oiseaux, là on a été un peu surpris. Comment dire, c'est la raison pour laquelle, je continue, voilà. C'est la raison pour laquelle la FNAB a déposé un dossier à Ecophyto sur 2 objectifs. Bien évidemment, c'est l'adaptation des vignerons à la nouvelle réglementation. Mais le deuxième objectif, c'est effectivement de bien savoir si le cuivre, il est ce que les gens en disent, quoi. Et de le prouver in situ. Et que ce soit fait... Le problème, Michel a vu dans sa parcelle que les doses de cuivre diminuaient, de résidus dans le sol. Le problème, c'est qu'il nous faut le faire avec la rigueur scientifique, de manière à ce que la collectivité scientifique globale puisse entendre et accepter les résultats des différents essais. Et c'est ça le but de notre plan. On a 7 ans sur lequel, je pense, l'ensemble de la profession va travailler pour la réussite. Merci beaucoup. Oui, juste, donc ce qu'on disait là, c'est que c'est quand même assez politique. Moi, je voulais poser la question donc au monsieur de l'INRA de savoir, réglementairement, on a 7 ans, et les solutions que vous mettez dans l'ESCO, on voit que c'est beaucoup plus long. Est-ce que la communauté scientifique, en fait, peut pas... quel est votre dialogue avec les instances européennes par rapport à ça? Parce que moi, j'ai du coup travaillé un peu sur ce dossier, et c'est vrai que beaucoup de pays du nord de l'Europe souhaitent l'interdiction, et qu'il y a un vrai jeu politique pendant les réunions, parce que eux souhaitent qu'on arrête l'homologation du cuivre, et je parle des substances actives, donc c'est le cuivre pour toute l'agriculture en Europe. Pas que pour la vigne, et donc voilà. Donc moi j'entends qu'il n'y a pas de solution d'un côté immédiate, et en face on a des politiques et des gens qui votent, qui nous disent là en fait on vote, et s'il y a une majorité de pays qui veulent l'interdire, il n'y aura plus cette substance active. Et on parle de, là c'est réhomologué, mais que pour 7 ans. Donc je ne sais pas comment fonctionnent vos discussions, mais je trouve qu'il y a un décalage entre le discours politique, les volontés et l'état de l'art scientifique. Donc voilà, je voulais savoir comment ça se passait. J'aurais pas de réponse à vous apporter sur ce plan politique, parce qu'effectivement, moi, je fais pas de politique. C'est effectivement les directions de l'INRA, éventuellement. Voilà. Il aurait fallu poser la question à M. Mauguin, je ne sais pas si vous l'avez posé il y a 1 an. C'est à lui qu'il faudra poser effectivement cette question-là. D'un point de vue, néanmoins, il y a une partie de votre question auquel je peux éventuellement m'hasarder une réponse. C'est vrai que toutes les solutions, effectivement, ne sont pas disponibles aujourd'hui. Elles ne sont pas disponibles peut-être demain, mais après-demain. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai voulu dire, c'est que malgré tout, on est capable aujourd'hui de changer son point de vue, sa façon de voir les choses. L'agriculture bio a déjà ce point de vue et cette réflexion-là, effectivement, de dire comment je peux faire autrement, comment je peux faire différemment, comment je peux faire en prenant plus en compte, effectivement, le milieu, l'environnement. Il me semble que sur le cuivre, il faut pousser encore cette réflexion-là, aller également encore un peu plus loin, parce que
d'un point de vue scientifique, malheureusement, le cuivre effectivement s'accumule dans les sols et il s'accumule différemment sous le rang de vigne, dans l'interrang de vigne. Donc, il y a des petites fractions mobiles qui peuvent être évacuées par drainage, par érosion. Néanmoins, en termes de durabilité, le cuivre s'accumule dans les sols. Donc, ce n'est pas une pratique durable si on se projette à 50 ans, à 100 ans, à 200 ans. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'effectivement, moi, je suis sollicité en tant qu'agronome pour dire comment on peut faire autrement. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On s'aperçoit qu'effectivement, avec des OAD, on peut faire moins de cuivre, on peut parfois se passer de cuivre. Moi, j'ai une expérimentation que je peux vous faire venir visiter à Villeneuve-les-Magolones, à côté de Montpellier, sur une station expérimentale. Il y a des années, quand on a les témoins non traités, il n'y a pas de mildiou, donc on n'utilise pas de cuivre. Donc j'ai au moins 2 années entre 2012 et 2018 où on n'a pas mis de cuivre sur la vigne et il n'y a pas eu de mildiou. Donc c'est ça, pour répondre au monsieur que j'ai en face de moi et qui est dans votre axe aussi, qui posait la question des outils. Effectivement, il faut être capable de mieux prévoir les maladies, mieux observer ses parcelles. C'est pas simple parce qu'on a plusieurs parcelles, on a beaucoup de parcelles, on a beaucoup de variétés différentes avec des sensibilités différentes. Et tout ça nécessite effectivement des outils, des aides qu'aujourd'hui il faut développer. Mais dès demain, effectivement, on doit rentrer dans une démarche où on doit être capable de se dire que je suis capable de faire avec moins de cuivre. Mais encore une fois, moi j'ai une expérience plutôt languedocienne. Effectivement, s'il y a des champenois dans la salle ou d'autres régions plus sensibles au cuivre ou des bordelais, effectivement, ce ne sera pas forcément les mêmes solutions, le même rythme. Mais néanmoins, il ne faudra pas attendre effectivement d'avoir des variétés résistantes et que ça, pour se dire qu'on pourra mettre moins de cuivre dans la viticulture. Je suis d'accord avec vous, sinon ce sera trop long et on va être en décalage avec les attentes de la société telles qu'elles sont proposées aujourd'hui dans un débat qui est politique et qui ne concerne pas directement effectivement l'INRA dans ses préconisations, dans son intervention. Raphaël, I am coming from Holland. I have a vineyard in the south of Holland. And in Holland, copper is forbidden from 2000. You know, we have a lot of rivers and we have a lot of fish. So the Dutch government said no copper anymore. And although we produce very good international wines in the south of Holland without copper, we only use sulfuric acid, and we use seaweed extract, and we use self-made extracted compost, the microbiology of self-made compost. Is that not a possibility also for France? Also in the years of 2017 and the year 2018, they said it was a wonderful year, but in spring it was very hot and it was raining, and we didn't have any problems with Peronospora. Peronospora, normally in Holland, if you have a vineyard, Peronospora, you have already when the grapes are as big as a peppercorn. But we don't have. It is hanging in the grass, Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, Chardonnay, and we have any problem. We have a good harvest. Is that a possibility for France? Synthèse. It's Steiner. Steiner, he says compost is, you talked about Steiner a little bit. It is not scientific, but he talked about compost, and compost, the complex life of good compost, quality compost, has a lot of possibilities. Non, je crois que le monsieur parlait des préconisations de Steiner, qui... Oui, vous voulez... Il n'y avait pas vraiment de question, c'était un témoignage effectivement sur la pratique. Si, la question est très très claire justement. Elle est absolument claire et crystal water. Monsieur est donc vigneron dans le sud de la Hollande. Il dit, donc il produit du vin, il dit que depuis 2000, le cuivre est interdit en Hollande et qu'il produit donc depuis 2000 des vins sans cuivre. Alors il utilise quoi? Il utilise, la première chose, c'est... la première chose, c'est qu'il utilise des organismes modifiés. Donc c'est un des paramètres. Je ne sais pas quelle est la composition, les organismes modifiés. Il utilise donc du compost sur les propositions de la biodynamie Steiner. Et le premier point, c'était du soufre. Il utilise du soufre. Donc la question c'est, et donc il dit, en 2018, tout le monde a dit qu'il y avait eu des très très fortes attaques de mildiou. Moi, j'ai fait une très jolie récolte, une très jolie vendange. Quelle est la possibilité en France de produire
sans cuivre. Oui, c'était plutôt le témoignage de dire qu'il y avait des solutions qui fonctionnaient chez lui et qui, effectivement, pourquoi on ne dit ça pas en France. Vous voulez faire un commentaire? J'aurais pas d'explication sur la situation que je connais pas de la Hollande. Néanmoins, effectivement, c'est des cas, effectivement, et c'est dans ce sens-là que j'ai intervenu tout à l'heure en disant que c'est mieux connaître sa parcelle, c'est mieux connaître son fonctionnement d'exploitation, ses sols, pour effectivement essayer de réduire. Dans les réseaux d'expérimentation dont j'ai brièvement présenté les résultats avec Raisin Bio, on a une parcelle à Piolinc, dans le Vaucluse, qui n'a jamais d'oïdium. Les voisins ont plein d'oïdium. Pourquoi cette parcelle-là n'a pas d'oïdium, on n'a pas encore réussi à l'expliquer. Néanmoins, effectivement, il y a des situations qui sont très différentes en termes de pression, en termes de microclimat, de parcelles, de micro-terroirs. Donc effectivement, il y a des solutions. Je suis persuadé qu'il y a des viticulteurs qui peuvent témoigner qu'ils arrivent à faire sans cuivre, mais en produisant malgré tout du raisin. Et du coup, effectivement, c'est des expériences qui titillent la recherche. Alors aujourd'hui, effectivement, sur la vie des sols, on commence à s'intéresser également aux pratiques biodynamiques d'un point de vue un peu plus scientifique et expérimental qui n'avait pu l'être fait jusqu'à présent. Donc on a des collègues qui commencent à observer ça. Et donc effectivement, on va s'intéresser à ces situations-là. Donc on est très friand de ce genre d'expériences et de situations qui nous mettent face à un résultat, une constatation, tel que vous avez pu le faire sur les diminutions de cuivre, la présence de vie dans vos parcelles avec des vers de terre présents. Donc, ces aspects-là, la recherche commence à l'expérimenter, à documenter dans sa complexité. Effectivement, on est dans une solution plurifactorielle de plurirégion, pluricause. Et donc, c'est cette approche un peu système qu'il faut également avoir d'un point de vue de l'expérimentation. Oui, un élément de réponse. C'est clair que la densité de vignes en Hollande est différente de la nôtre. Et je vous ai dit tout à l'heure, lors de mon exposé, qu'on avait des évolutions dans le milieu en tant que tel, puisqu'il est sélectionné, et qu'on a des virulences qui nous sont tout à fait inaccoutumées, que ce que vous décrivez de la part de Steiner sont des choses que nous pratiquons, et que malgré ces pratiques dans des sols en biodynamie qui sont en biodynamie depuis plus de 30 ans, on n'arrive pas à se passer de cuivre. Et peut-être que c'est dû à la concentration des vignobles, peut-être que c'est dû à un certain nombre de choses, mais ce que vous avez fait, on le fait. Et dans les conditions actuelles de nos vignobles, qui sont entourés de voisins, qui sont entourés de conventionnels, nous ne sommes pas arrivés à vos résultats. Donc il faut chercher la raison, parce qu'on y a mis autant d'énergie que vous à arriver à ces choses. Oui, juste pour rajouter alors sur votre beau pays de la Hollande qui interdit donc le cuivre pour tous les phytos, en fait l'utilise beaucoup pour l'alimentation animale et il y a beaucoup de terrains qui sont pollués par les déjections animales. Alors on utilisait pour l'alimentation animale plus de 20 fois des besoins du cochon alors qu'au départ l'alimentation normale pouvait couvrir les besoins de l'animal. En plus, il y a les bouts de stations d'épuration, il y a tout ça. Le cuivre est partout, il est naturellement dans les rivières. Alors, il faut arrêter. Vigneron bio, on n'aime pas utiliser le cuivre. Et c'est pour ça qu'on a réduit les doses et qu'on réduit les doses en dessous des normes utilisables actuelles, enfin, jusqu'à maintenant. Donc, on a complètement conscience de ça et on essaie d'en utiliser le moins possible. Mais il faut arrêter de présenter le cuivre comme le pire des produits alors que c'est un oligo-élément indispensable à la vie, que notre corps en a besoin, que les plantes en ont besoin, et comme tout oligo-élément, c'est l'excès qui est nuisible. Donc il faut... si on interdit le cuivre, à mon avis, on doit interdire avant tous les autres produits phyto. Ils n'ont rien à faire dans la nature, quoi. Le cuivre, il a sa place. Il faudrait pas, il faudrait pas que le cuivre soit un argument commercial aujourd'hui. Voilà. Donc après, c'est un peu comme tout. On peut raconter tout ce qu'on veut et le but c'est 78 000 hectares en France aujourd'hui et c'est de le développer. C'est pas d'être des marginaux. Donc en quelque part, il faut que ce soit quelque chose d'utilisable. Et si on approfondit toutes les problématiques, effectivement, c'est pas parce qu'il y a un cancer qui se guérit d'une façon naturelle
qu'on va plus faire de chimio, quoi. Donc il faut aujourd'hui avoir quand même une présence d'esprit que la bio se développe, on n'est plus des marginaux et qu'on doit pouvoir l'appliquer et convertir un maximum de vignobles conventionnels en bio. La vraie question, c'est est-ce qu'il vaut mieux convertir des vignobles vers l'agriculture biologique avec 6 kilos et utiliser le travail du sol, développer l'emploi, sécuriser l'alimentation, ou alors continuer à ralentir la bio avec des mesures telles que la réduction de cuivre sans avoir de réponse, parce qu'effectivement, c'est ce qui a été quand même qui ressort, c'est qu'on n'est pas attaché à l'utilisation du cuivre. Aujourd'hui, on a cette solution-là. Si demain la bio trouve une autre solution, on l'emploiera. Voilà, il ne faut surtout pas croire que les bio sont les défenseurs de l'utilisation du cuivre. Les bio sont les défenseurs pour pouvoir produire un vin biologique en luttant contre les mildious. Donc, en quelque part, il faut être cohérent. Et aujourd'hui, à millésime bio, quand vous voyez les 1200 exposants, l'économie qu'il y a derrière et le plaisir qu'on peut apporter aux consommateurs à travers cette démarche-là, il faut qu'on trouve des solutions qui nous permettent de continuer à la développer. Moi, mon problème, c'est ces mesures qui sont mises en place, c'est des mesures restrictives au développement de la bio. Déjà, passons en HVE, HVE3, en bio, c'est une démarche intellectuellement intéressante par rapport aux consommateurs. Continuons à la développer et plus on progressera, plus on aura des solutions. Mais ne restons pas statiques sur ce phénomène-là. Parce qu'il y a des gens qui vont en user et en abuser. Voilà. Et il va y avoir une communication, ça va être celui qui en utilise le moins, celui qui est le plus propre possible. Mais attendez, ça veut dire qu'il y a une autre partie, on revient dans le même débat des conventionnels et des bio, quoi. Nous, les bio, c'est une solution, c'est une réflexion. Les conventionnels en ont une autre. Il ne faut pas euthanasier les voisins pour pouvoir se prémunir d'une autre. Voilà, non. Moi, je ne suis pas d'accord dans ce développement-là. Aujourd'hui, tout le monde est responsable, tout le monde est respectueux. On travaille comme on peut pour développer cette viticulture. On a des consommateurs qui nous font confiance. Et je ne veux surtout pas que les consommateurs, aujourd'hui, perdent cette confiance parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé que le petit oiseau du coin, il ne vit plus avec du cuivre si on l'enterre sous le cuivre. Ce n'est pas du tout là le débat. Et moi, je reçois Jacques. Il faut qu'aujourd'hui, on finance une étude qui soit une étude objective sur la réalité de la situation. Et puis, je suis effectivement l'analyse du scientifique que s'il y a des résidus, on ne peut pas durer pendant 200 ans. La bio, c'est 40 ans. Donc, on a un peu de marge pour trouver des solutions qui nous permettent de continuer à développer. Mais je pense que déjà, le fait de réfléchir et de répondre à un problème sociétal, c'est déjà une grosse avancée. Donc, arrêtons le cuivre. Moi, je pense qu'il faut arrêter le débat sur le cuivre, continuer à utiliser ce produit tant qu'on n'a pas de produit de substitution. Et pourquoi pas faire pencher des lobbies qu'on n'a pas pu inverser. Aujourd'hui, on fait confiance à toute la communication qu'on va mettre en place pour pouvoir faire sensibiliser aujourd'hui les consommateurs pour qu'ils nous aident dans ce développement. Ils nous aident à nous développer vers la bio, qu'ils nous aident sur ce dossier-là en nous faisant confiance. Je suis viticulteur à Bordeaux et je m'adresse à M. Linra. On sait que le mildiou, historiquement, il est arrivé après la crise du phylloxéra, avec les porte-greffes. C'est très largement développé. Donc la question à l'INRA, comme l'odium d'ailleurs, l'INRA, la question à monsieur, c'est est-ce qu'il existe des recherches aujourd'hui pour, non pas, parce que c'est toujours un petit peu désolant de voir qu'on essaye de traiter le symptôme et non pas la cause. La question est, y a-t-il au niveau des recherches des champs sur quel impact mildiou porte-greffe? Donc ça nous remonte à la lutte contre le phylloxéra, dont aujourd'hui tout le monde se contrefout, alors qu'il y a un vrai sujet. Enfin, ce n'est pas des vrais sujets, on préfère. Et deuxième question, est-ce qu'il y a par exemple une incidence entre l'environnement biologique, quel qu'il soit, de la tomate ou de la vigne, versus le mildiou et l'odium? Et là, on parle de biodiversité. Ma troisième question, c'est, quand on parle de porte-greffe ou de pied franc, on sait aujourd'hui que le mildiou est beaucoup plus virulent sur des vignes qui ont une très grosse vitalité, et on sait que la porte-greffe apporte beaucoup plus de vitalité que le pied franc. Ça remet aussi une question philosophique qui est comment je veux cultiver, pour quelle quantité, avec quel niveau économique? Oui, je vous remercie pour la question. Effectivement, ça questionne l'agronome. Effectivement, ces questions-là, et vous l'avez en partie annoncé dans votre question. Aujourd'hui, effectivement, je ne sais pas si le type de porte-greffe dans sa génétique a une influence sur le mildiou, mais vous l'avez dit, à travers la vigueur. Et aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse à se dire
Comment maîtriser le mildiou? C'est comment avoir le moins de jeunes feuilles en croissance, comment avoir le moins de jeunes feuilles proches de mes grappes qui vont potentiellement développer l'infection. Donc il y a ces questions-là, et effectivement le porte-greffe, à travers la vigueur qu'il confère, pose un problème de gestion autour de cette maladie-là, et c'est ce que j'ai essayé d'aborder dans les questions de conduite de l'architecture, de l'aération du feuillage, du microclimat. Donc vous avez raison. Je ne sais pas si c'est à cause du... Bon, je sais qu'effectivement le mildiou est arrivé dans les années 1878, je crois, de mémoire, qui a été reporté, donc effectivement lié à l'introduction de nouveaux matériels venant des États-Unis qui étaient porteurs sains de mildiou et qui maintenant fait que la maladie est présente en France. Donc on n'arrivera pas à revenir à un état avant cette situation-là. Les circulations des gens, des personnes, du matériel à travers le monde fait qu'aujourd'hui effectivement on a des arrivées de nouvelles maladies. Voilà, le mildiou en était une à son époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si effectivement il y a des études autour du mildiou et porte-greffe. Je ne pourrais pas vous répondre. Et il me semble que j'ai pas trop répondu à toutes vos questions, mais qu'on avait fait à peu près le tour, mais j'avais pas forcément plus de questions. Mais c'est bien cette idée-là de se dire qu'on a une gestion à faire avec une maladie qui est présente dans un environnement viticole qui est très dense, très intense. Il faut gérer aussi cette état de fait-là. L'agroécologie qu'on souhaite porter est là aussi pour progresser dans quelque chose qui soit moins intensif, moins monospécifique, plus respectueux effectivement des équilibres tels qu'ils peuvent être abordés en bio, mais pas que. Et donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Bon, c'est une réponse un peu vague, un peu générale, vous m'excuserez, mais effectivement sur des points très précis de génétique et de compréhension des mécanismes autour du mildiou, je ne suis pas spécialiste. Ouais, je posais une question. Il y a des sociétés qui sont en train de développer des mélanges de plantes qui captent le cuivre du sol. Donc je voulais savoir si vous aviez entendu parler de ça, ce que vous en pensiez, si vous aviez un avis, et si ça peut pas être un argument justement pour tout ce qui est toxicité du sol. Bien sûr, c'est pas la solution. Dire puisqu'on a ça, on va mettre tout le cuivre qu'on veut, mais voilà, est-ce que ça peut pas être un argument? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant? J'en ai entendu parler effectivement de ces plantes phytoremédiatrices qui peuvent effectivement piéger le cuivre. Le rythme de dépollution fait que c'est des solutions qui aujourd'hui ne sont pas très réalistes d'un point de vue effectivement efficacité, d'un point de vue technique. Je disais qu'effectivement il y a sans doute plus de cuivre sous le rang de vigne que dans l'interrang. Aller faire pousser des plantes sous le rang pour évacuer du cuivre, ça me paraît effectivement un challenge un peu délicat aujourd'hui. Donc c'est pas une solution effectivement. Vous voyez, elle n'a même pas été citée effectivement dans des solutions. Il me semble avoir lu à peu près quand même de façon exhaustive la synthèse que j'ai ici. On pourra vérifier, mais c'est pas cité. Et effectivement, c'est pas encore abordé complètement pour la question du cuivre. Ça a été plus développé sur les sols miniers, les sols industriels pollués par d'autres choses comme du plomb, du cadmium, etc. Mais effectivement, c'est une solution curative et on peut, quoi qu'il en soit, pas se passer de la solution préventive qui est de se dire mettons-en moins dans les sols, on aura déjà moins de questions à se poser pour le limiter. Non, c'était juste un témoignage sur la phytorémédiation, phytoextraction, ça dépend comment on l'appelle. Et la Chambre d'agriculture de Lyon qui commence à faire des essais sur le sujet. Et en fait, les premières conclusions, grosso modo, c'est que contrairement à ce que vous disiez, il y a des plantes qui arrivent à extraire le nickel, notamment sur le cuivre, les résultats ne sont pas encore au niveau en tout cas. Mais c'est les débuts et il y a une société qui s'appelle Biomédé qui travaille sur ce sujet. Écoutez, je vous remercie pour ce débat qui était un débat passionné. Et j'espère qu'on aura pu répondre disons, surtout aux consommateurs, parce que quand même c'est ce qui est le plus important, et que nos chercheurs mettront les moyens nécessaires pour pouvoir, dans 5 ans, puisqu'on évoque 7 ans, mais dans 5 ans, on sera arrivé au lissage des 6 kilos, puisque dans 5 ans, on sera arrivé, si on reste sur la même dose, à nos 28 kilos. Que ferons-nous à cette époque-là? Et j'espère que la recherche aura pu être plus active et pouvoir nous répondre à des solutions qui seront des solutions applicables à tous et qui nous permettront de continuer à faire le beau métier que l'on fait, c'est être viticulteur biologique. Je vous remercie et bon appétit.